La Grande École vous présente L'économie, principes et grands phénomènes par Pascal Bédard. Cours 2. Rareté relative. Alors bonjour au cours d'introduction à l'économie séance 2. Donc aujourd'hui, on va parler de rareté relative. Alors au dernier cours, on a parlé des grands concepts en économie, les débats, l'idéologie, tout ça. Aujourd'hui, on va parler de façon plus précise de rareté relative. Alors on va s'approcher évidemment des concepts clés que sont offre et demande. Et pour parler de rareté relative, d'abord, il faut un peu apprécier qu'est-ce qu'est la rareté relative. Donc, comment définir la rareté? Après tout, prenons le pétrole, par exemple. Le pétrole, il y en a des mers entières. Il y a des mers entières de pétrole. Donc, de façon absolue, le pétrole n'est pas rare en soi. Il y a des nappes de pétrole comme des océans sous l'eau, sous la terre, et les pays exploitent ces nappes de pétrole-là. Donc, de façon absolue, par exemple, le pétrole n'est pas rare, tout comme plusieurs autres ressources. Alors, comment définir le concept de rareté? Bien évidemment, le concept de rareté, c'est un concept éminemment relatif. C'est-à-dire que quelque chose est rare parce qu'il est fortement demandé par rapport à ce qu'il est disponible ou produit. Et donc, le concept de rareté n'est pas un concept absolu, c'est absolument un concept relatif. Donc, pour, encore une fois, apprécier concrètement en quoi consiste la rareté, bien, pensons à ce que ça prend pour que n'importe quel bien-service que vous et moi achetons sur les étagères dans les magasins apparaisse là, sur l'étagère. Donc, prenons par exemple un ordinateur portable. Un ordinateur portable est composé de des milliers de pièces qui ont été évidemment, qui sont faites de quelque chose de physique. Alors, ces milliers de pièces-là qui sont faites de quelque chose de physique ont été produites quelque part. La plupart du temps, dans plusieurs pays. Les ressources naturelles utilisées pour produire cet ordinateur-là aussi proviennent souvent de plusieurs pays. Donc, ces pays-là, imaginez, ont, d'une façon ou d'une autre, exploité, si on veut, les ressources naturelles. Ces ressources naturelles-là se sont ramassées dans une forme particulière, les pitons qu'on pèse, l'écran, les pièces à l'intérieur, les microchips, tout ça. Et tout ça a été assemblé, encore une fois, souvent dans un autre pays, transporté, distribué chez les distributeurs et finalement vendu par un vendeur à nous, le consommateur final. Donc, le message que j'essaie d'envoyer, c'est que les biens et services qu'on achète, elles sont le fruit d'un effort absolument colossal, sans qu'on s'en rende compte, de production, de coordination des efforts, de travail, de design, parce qu'encore une fois, l'ordinateur ne fonctionne pas sans logiciel, donc il y a énormément d'efforts intellectuels, ce qu'on appelle du capital humain, des connaissances très spécialisées. Et pour concentrer toutes ces connaissances, ces biens-là, les services de distribution, de transport, et ainsi de suite, pour coordonner tout ça, ça prend un système de production et de distribution. Et les efforts, le talent, le temps, les connaissances, les ressources naturelles, tout ça, ce sont des choses qui sont rares relativement à ce qu'elles sont demandées. Et donc, lorsqu'on va parler de rareté, lorsqu'un économiste parle de rareté, il a en tête le concept de rareté relativement à ce qui est demandé. Donc, on produit, encore une fois, soit des biens matériels physiques ou bien des services, comme ce que je fais en ce moment, c'est un service intangible, mais il y a autour, évidemment, une caméra, il y a un lutrin, il y a des choses physiques qui m'entourent, mais c'est un service intangible de cours ou d'enseignement, de connaissances, de transfert de connaissances. Il y a donc, dans une économie, encore une fois, de la production de biens, de la production de services, et tout ça exige de l'allocation de ressources. Pourquoi? Bien, parce que les ressources ne sont pas infinies. Mon temps à moi, il n'est pas infini. Tu sais, j'ai 24 heures dans une journée, je dois dormir, ainsi de suite, comme tout le monde. Les ressources naturelles ne sont pas en disponibilité infinie. Le talent, les connaissances ne sont pas en disponibilité infinie. Donc, lorsqu'on parle de rareté, donc, il faut nécessairement parler d'allocation, c'est-à-dire à quoi
est-ce qu'une société, un individu, une entreprise, un gouvernement va allouer ses efforts, donc les efforts de production, les efforts de qui va travailler sur quoi, combien, à quelle intensité, est-ce qu'on va prendre plus de machines, plus d'humains, moins d'humains. Donc tout ça, c'est des décisions d'allocation. Alors pour se faire une idée, je vous pose une question. Comment allouer un appartement ou un condo à 10 personnes qui sont intéressées dans le même appartement ou condo? Il y a 10 personnes qui se présentent. Ces 10 personnes-là le veulent, cette pièce d'appartement-là. Mais il y en a un de disponible ou une de disponible, une pièce comme ça, là, ou un appartement comme ça. Comment décider qui va l'obtenir? Alors, on est en présence de situations de filtrage nécessaire. Il faut nécessairement, peu importe ce qu'on va faire, hein, j'insiste, peu importe ce qu'on va faire, il va y avoir une personne qui va l'obtenir et 9 personnes qui seront déçues, en guillemets. Donc, ça, c'est une situation qui peut s'avérer frustrante. Alors, comment décider de qui va l'obtenir? Bien, moi, je pourrais décider, parce que tu parles ma langue, je vais te l'octroyer. Donc, parce que tu es francophone, je vais te l'octroyer, alors que les autres sont d'une autre langue, par exemple. Ou parce que tu es de ma religion, je vais te l'octroyer parce que tu es de ma religion. Ce sont des méthodes de rationnement. Parce que tu es de mon parti politique, ou de mon idéologie philosophique, ou de mon quartier, ou dans ma famille. Donc, il y a des critères de rationnement, c'est infini. Ou de ma couleur, ou de mon ethnie, ou ça finit plus. Donc, comment arriver à distribuer quelque chose, puis que ce soit relativement juste? Bien, tous les critères que je viens de mentionner, c'est ce qu'on appelle des critères de discrimination. C'est-à-dire que je choisis selon l'ethnie ou la religion ou la langue ou la beauté, je ne sais pas, n'importe quoi d'autre. Ce sont des critères qui sont éminemment chargés moralement, de valeur. Les économistes détestent ces critères d'allocation-là. On est d'accord, ça existe. C'est sûr que ça existe, ce phénomène-là. Mais les économistes, de façon générale, vont favoriser l'allocation de ressources par quelque chose de froid, de totalement impersonnel et quelque chose qui a une caractéristique particulière. Ça s'appelle le prix. Donc, qu'est-ce qui définit le prix? Qu'est-ce qui va définir le prix du condo, par exemple, que 10 personnes veulent? Bien, ça va être évidemment la volonté de payer de la personne qui est prête à payer le plus, tout simplement. Donc, ça, c'est un critère d'allocation extrêmement froid. Donc, ce n'est pas par rapport à des caractéristiques personnelles de la personne. Si elle est prête à payer plus que les autres, elle va l'obtenir. Encore une fois, j'insiste, il y en a qui pourraient dire « oui, mais ça veut dire que la personne la plus riche va obtenir la chose et non les autres. » Et effectivement, c'est vrai peut-être dans bien des cas. Mais encore une fois, peu importe ce qu'on fait, il va y avoir 9 personnes qui vont être évincées de la situation. Peu importe. Dans un système communiste, le même phénomène existe parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent des choses limitées et donc, évidemment, il y a des critères d'allocation. Il s'avère que les critères d'allocation dans une économie centralisée, comme par exemple une économie communiste, ce ne sera pas le prix, typiquement, ça va être d'autres critères. Donc, appartenance au Parti communiste ou soutien public de telle cause ou je ne sais trop quoi. Dans une économie décentralisée et capitaliste, ce sera une allocation typiquement par le prix. Et donc, évidemment, la personne qui a la volonté de payer la plus élevée, cette personne-là, d'où vient sa volonté de payer? Bien, en partie, il y a tout simplement, ça le dit dans le mot, la volonté de payer. C'est-à-dire que je suis prêt à payer plus que les autres. Mais il y a souvent, je pense qu'on est d'accord avec ça, ça a une espèce de sens intuitif, là, la personne va aussi avoir un salaire généralement plus élevé, un revenu plus élevé. Et ce revenu-là, qui est plus élevé lui-même, il provient de... Pourquoi est-ce que ce revenu-là est plus élevé que celui des autres? Est-ce que c'est parce que cette personne-là est moralement supérieure ou est-ce que c'est parce que cette personne-là est plus gentille ou plus ambitieuse ou je ne sais trop quoi? Non, absolument pas. Encore une fois, cette personne-là a un salaire plus élevé parce que ce qu'elle offre dans le marché du travail, c'est un marché particulier, donc dans le marché du travail, est rare et demandé. Donc, les deux caractéristiques fondamentales de quelque chose de précieux.
c'est rare et demandé. Il y a des choses rares et pas demandées, hein, en passant. Si quelque chose est rare et demandé, bien, c'est précieux. Et donc, évidemment, une personne qui a une capacité de payer élevée, la plupart du temps, de l'autre côté, c'est-à-dire ce qu'elle contribue en termes de biens-services dans l'économie, est aussi rare et demandé. Et donc, pour la plupart des économistes, il est un peu normal que la personne qui offre d'un côté quelque chose de rare et demandé en termes de compétences, en termes d'entrepreneuriat ou quoi que ce soit comme ça, bien, obtienne évidemment plus de pouvoir d'achat en provenance de l'économie et donc, de l'autre côté, puisse se payer une capacité de payer plus grande et donc, évidemment, puisse se payer des choses plus chères et donc des choses qui sont prisées, donc rares elles-mêmes. Autrement dit, bien qu'il y ait des nuances, évidemment, à apporter à cette espèce de portrait un peu froid, là, de façon générale, les gens offrent leur capacité de travail, leur talent, leur effort, leur temps, ainsi de suite, leur capacité innovante dans le marché des biens-services d'un côté, dans le marché du travail, pardon, d'un côté, et la rareté relative de ce qu'ils offrent dans le marché du travail, donc ce qu'on appelle le marché des facteurs de production, bien, leur donne un haut ou un bas salaire. Donc, si c'est un haut salaire, c'est parce que typiquement, ils ont quelque chose de rare et demandé. Et ce haut salaire-là, il est normal, évidemment, qui, de l'autre côté, leur donne du pouvoir d'achat additionnel. Et le fait de distribuer les biens-services selon le prix et non les autres critères plus discriminatoires, on va dire, que j'ai mentionnés, bien, ça donne évidemment un incitatif aux individus à exploiter leur force, à exploiter leur capacité à générer des choses, des biens-services demandés.